Ouais. C'est le départ du bus. D'accord. Il y a une jeune. Alors, quel est votre département, monsieur? Et ce- Bonjour. C'est sec là. C'est sec. And then retreat. Okay. Tout le monde est là. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans les grottes de Bétara. Pour la visite, on va tout d'abord commencer par le premier étage. On va découvrir le gouffre. On va descendre 80 mètres et également 250 marches. Après, on retrouvera la rivière souterraine. On fera une petite traversée de la rivière en bateau et on ressortira des grottes avec le petit train. Est-ce que ça vous va comme programme? Bon, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Espagnol, pues. Bienvenidos a las cuevas de Bétara. Durante la visita vamos a explorar. Les grottes de Bétaram sont parmi les plus belles du monde. Leur structure est sans doute l'une des plus curieuses. Elles comprennent 5 étages, superposés comme ceux d'une maison. Des niveaux creusés naturellement par l'eau à des époques différentes. Pour circuler de l'un à l'autre, vous allez emprunter l'un des puits verticaux naturels qui relient les étages supérieurs aux étages inférieurs. Le plus important de ces puits, appelé le gouffre, se trouve juste devant vous. C'est ici que commencera notre descente vers la rivière. Au fil de la visite, la diversité des paysages géologiques vous permettra de comprendre comment se forme une grotte, qu'elle soit vive ou morte. Ainsi, les 4 étages supérieurs de la grotte sont des galeries dites mortes, car la rivière qui les a formées a disparu, son cours ayant été détourné par des causes extérieures. Un riche décor de concrétion calcaire vous y attend. C'est au 5e niveau, à 80 mètres sous nos pieds, que nous retrouverons cette même rivière. Dans les profondeurs, elle continue à creuser de nouvelles galeries.
offrant le spectacle d'une grotte vive en pleine activité. Il faut savoir que ce cours d'eau, avant de devenir souterrain, circule d'abord en surface, puis il s'enfonce dans la montagne et ressurgit après 3,5 km. Comme la rivière, vous allez, vous aussi, traverser la montagne. Vous êtes entré dans la grotte, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et vous en ressortirez dans celui des Hautes-Pyrénées. Bien, on va pouvoir s'avancer sur le premier étage et découvrir Dans un premier temps, au-dessus de nos têtes, il y a déjà 50 mètres de roche qui nous séparent de la surface. Et si vous regardez bien au niveau du plafond, on distingue une partie un petit peu plus lisse. Il s'agit là de la première trace de la rivière dans la grotte. Au tout début, il y a des millions d'années de ça, le sol était bien plus haut et la rivière passait à cet endroit-là. Elle nous a creusé toute cette grande galerie et maintenant on la retrouve au 5e étage, là où on ira dans la deuxième partie de la visite. Avant ça, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se trouve juste en face de nous. Il s'agit d'une grande stalactite et elle est creuse, donc on l'a tout simplement renommée la cloche. La cloche. Vous êtes dans la grande salle, face aux premières formations calcaires. Impressionnantes, parfois bizarres, leur forme évoque souvent des monuments, des personnages ou des objets. Comme cette remarquable cloche géante, face à vous, tel un dôme suspendu dans le vide. C'est une stalactite creuse de dimension monumentale. Comme toutes les concrétions, elle doit sa formation au patient travail de l'eau. Observez le ruissellement sur les pourtours de la cloche. Goutte à goutte, imperceptiblement, il continue à en façonner la coupole. Le principe de formation des concrétions est simple. En traversant les roches, chaque gouttelette dissout et emporte avec elle une infime quantité de calcaire, précisément des carbonates de calcium. Lorsque la goutte d'eau se retrouve à l'air libre, le calcaire qu'elle transporte se solidifie et forme un petit dépôt au plafond de la grotte. C'est le début d'une stalactite. Le même phénomène se produit au sol. En tombant, l'eau dépose à nouveau des particules minérales qui donneront naissance à des stalagmites ou à d'autres types de concrétions aux formes plus arrondies. Le processus prend plusieurs siècles pour former une concrétion. Parmi les merveilles de cette salle, remarquez sur votre gauche cette grande stalagmite blanche que nous appelons ici la mosquée. Un peu plus loin, une stalagmite à 2 pointes surnommée le minaret. Regardez maintenant au-dessus de vous. Ce plafond exceptionnel, sculpté par l'eau. Vous observez, d'une part, une partie lisse et encaissée qui est la trace du lit primitif de la rivière, et d'autre part, la surface en lapiaz, à l'aspect spongieux, posé de sillons, évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. Bien, maintenant on va faire travailler un petit peu notre imagination. Il y a un petit dessin, on en retrouvera quelques-uns sur le premier étage, ça vous permettra d'imaginer des formes. Et donc au-dessus, on retrouve une stalagmite qui a pris la forme d'une tête humaine. On peut voir le menton, le nez et même le chignon à cet endroit. Au-dessus, au niveau du plafond, on peut également voir comme une grande chauve-souris qui déploie ses ailes. Et si vous vous retournez totalement, juste derrière moi, on a le fantôme des grottes de Bétara. Voilà. Pour les premiers, vous allez pouvoir vous avancer jusqu'à la petite numéro suivante. Et sur le chemin, il y aura également le rocher du royaume juste à droite. Sur le lion, c'est déjà pas mal. Derrière, le fantôme.
Juste derrière vous, sur le côté du chemin, on a la prochaine colonne d'information. À savoir qu'il y a 50 cm entre la stalactite et la stalagmite, et qu'il se forme en moyenne 1 cm par siècle. Maintenant, je vais vous laisser faire le petit calcul. Ça va prendre combien de temps on va revenir. Et on va pouvoir s'avancer dans la deuxième salle, qui s'appelle la salle des muscles. Ah non, on ne verra pas ça. Voilà. Au niveau du plafond. Également, c'est parfait pour une petite photo Instagram. Alors n'hésitez pas à sortir l'appareil. La salle des lustres. Vous vous trouvez dans la plus belle salle de la partie supérieure de la grotte. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la voûte, rappelant le fastueux luminaire. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement y ont formé de petits barrages de calcaire et des bassins appelés gourds. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment des pluies et à la fonte des neiges. Cette eau ruisselle le long des parois, forme des flaques, puis s'évapore peu à peu. Comme pour les stalagmites, le carbonate de calcium, dissous dans l'eau, reprend forme solide et se dépose, cette fois, sur le pourtour de la flaque. Au fil des siècles, ce dépôt prendra de la hauteur, conduit d'eau. Enfin repérez face à vous les 3 masses calcaires au sol. Sur la plus importante d'entre elles, une stalagmite dans un jeu d'eau près de vous. Sur votre droite, elle évoque peut-être pour vous aussi une image mythique, telle Jeanne d'Arc sur le bûcher. Les grottes de Bétharane ont été découvertes par un soldat de l'époque napoléonienne en 1819. C'est en 1903 qu'un artiste peintre de Saint-Malo, tombé amoureux de ce trésor naturel, décide de l'aménager pour l'ouvrir au public. Léon Ross dirige seul ses travaux d'accès audacieux et coûteux, faisant preuve d'une remarquable ingéniosité. Il fait notamment construire une centrale hydroélectrique sur le gaz de feu pour pouvoir électrifier les grottes. Bon,
Bon, si vous n'arrivez pas à voir Jeanne d'Arc, ne vous en faites pas, moi non plus. Allez, on va pouvoir s'avancer jusqu'à la colonne en formation. Sur le chemin, vous pourrez regarder à droite. Il y aura un petit éléphant. Vous pourrez regarder l'ombre. Oui, on voit bien les ombres. Et donc juste à droite, à cet endroit-là, à gauche pour certains d'ailleurs, on a la prochaine colonne en formation. Donc comme je l'avais dit, il y a 50 cm entre la stalactite et la stalagmite. Ils sont en moyenne 1 cm par siècle. Donc ce qui veut dire qu'on verra la formation de cette colonne dans 5000 ans. Bon, On bientôt. se donne rendez-vous. Hein. Ouais. Je vous offrirai la visite. C'est pour moi. Et également, vous pouvez apercevoir deux autres colonnes qui ont déjà été formées. Donc une à droite, à cet endroit-là, on distingue une partie un petit peu plus lisse. Donc ça, c'est dû à une différence d'écoulement de l'eau. Donc ici, on va être sur une partie lisse, donc un écoulement beaucoup plus abondant, ce qui vient lisser la paroi. Et la colonne à gauche, juste ici, on voit beaucoup plus de petites sculptures. Et donc ça, c'est tout simplement dû à un écoulement plutôt partiel, du goutte à goutte, ce qui va donc former toutes ces petites sculptures. Maintenant, vous allez pouvoir vous avancer tranquillement jusqu'à un grand espace. On va pas tarder à descendre dans le gouffre. Faites bien attention à la tête juste ici. Je vous laisse même vous avancer jusqu'à l'entrée du gouffre. Ne descendez pas tout de suite les marches. Alors, 250 000, faites attention, certaines peuvent vivre, donc on y va tranquillement. Également par ici où je commence à perdre 10% du monde. Et oui, il y en a d'autres marches de gâchis. On voit que c'est belle. N'hésitez pas à occuper un peu toute la plateforme, vous pouvez vous brosser un tout petit peu par ici. Pour ceux qui sont au milieu de grévin, un espace au milieu. Voilà. Il reste quelques marches. On a bientôt fini la descente du gouffre. Avant ça, vous allez pouvoir observer au-dessus. Juste ici, on va avoir un petit peu plus de lumière et également une explication qui va nous parler du chemin qu'empruntait la rivière. Quand il y aura de la lumière, je veux bien entendu un grand et beau waouh. Sinon, on remonte les 200 marches et c'est fin de la visite. Allez, c'est parti.
le cloître et le chaos. À la salle féerique. Derrière vous, en hauteur, du côté où vous êtes arrivé, cet ensemble calcaire frappe le regard, de par sa voûte et ses colonnades. Léon Ross lui avait trouvé une ressemblance avec l'architecture des monastères romans, leurs arcs et leurs piliers, ce qui lui a valu d'être baptisé le cloître. L'un des bras de la rivière se jetait en cascade par cette ouverture. Lorsque l'eau s'est retirée pour couler plus bas, l'eau d'infiltration a peu à peu créé des concrétions calcaires en forme de colonnes. Juste à droite du cloître, 3 colonnettes, longues et fines. Elles donnent l'impression que stalactites et stalagmites viennent tout juste de se rejoindre, en particulier sur la colonnette centrale, dont le point de jonction est encore très étroit. Encore un peu plus à droite, vous allez découvrir une autre silhouette surprenante. Ces 2 colonnes qui rappellent des jambes humaines sortant de la voûte. Vous distinguerez même la forme d'un genou. Veuillez maintenant vous tourner vers le côté opposé de la salle. Voici le chaos. Un vrai décor de théâtre. Au fond de ce décor, légèrement sur la droite, remarquez ces colonnes jumelles, terminées en torsade, que l'on nomme ici la torsade Saint-Pierre. Vous êtes à présent au milieu de votre visite. Il vous reste seulement une quarantaine de marches à descendre. À l'étage inférieur, vous remarquerez peut-être une légère baisse de la température ambiante. Alors qu'elle était de 14 degrés au niveau supérieur, elle s'abaissera à 12 degrés. Ces températures restent constantes, été comme hiver, ce qui explique que les premiers hommes aient trouvé refuge dans les grottes profondes. Bravo à tous, c'était un très joli world. Également, au fond, vous pouvez apercevoir, il y a des marches qui ont été taillées dans la roche. Alors, il s'agit des anciennes marches pour les anciennes visites. Avant qu'on ait la sortie en petit train, on prolongeait un petit peu par ici. Et bien entendu, ensuite, on faisait tout le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on remontait toutes les marches. Bon, là, on va pouvoir ressortir avec le petit train s'il n'y a pas de grève. Vous allez pouvoir vous avancer au 5e étage, donc 40 marches à descendre. Ensuite, il y aura 5 petites marches à monter. Et vous pourrez m'attendre juste après ces 5 marches. Ici, on est à 150 mètres de profondeur, par rapport à la surface. Ici, Je me retrouve devant tout le monde. Fais gaffe pour ne pas tomber. Je descends, ça va, mais c'est quand j'arrête, là, j'ai un petit problème. C'est un peu la trouille ici. Ça glisse, vous faites attention. C'est bon? C'est pareil que ça conduit. On reçoit des gouttes de temps en temps. Oui, on va avoir les gâteaux sur la tête.
Pas du air conditionné. Pensez dans la grande faille qui se trouve juste ici. Il faut savoir que par endroit, elle fait jusqu'à 50 mètres de hauteur. Dans cette faille, on va marcher sur une plateforme. Juste en dessous, on va retrouver la rivière. Et donc là, maintenant, on va la suivre jusqu'à la sortie en petit train. Et après, on va pouvoir aller prendre le bateau. Youpi! Je donne la petite traduction aux Espagnols et ensuite on y donne. Attendez-moi. Españoles. Pues ahora estamos en el quinto piso y vamos a caminar en esta falla que hace 50 metros de altura. Y vamos a caminar sobre una On change de département. Les réclamations en marche. Bien attention à l'espace entre le quai. L'eau, elle est à 6 degrés. On va faire attention à l'espace. Faites bien attention aux deux marches, une première qui monte, une deuxième qui descend au niveau de la bande grise. Alors, elle s'est servie pour les électriciens. Et donc, on a retrouvé cette rivière, à savoir qu'elle s'appelle la Mousquet. C'est celle qui a causé toutes ces guerres. Il pleut. Alors, je ne marche pas sur l'eau, ça n'est pas ça. Posso vedere dai capo? Grazie.
animaux de passage comme les salamandres ou les crapauds, mais sinon, on va envoyer un peu de Merci. Merci à vous. On va prendre le petit train. Bonjour. Bonjour. Ah si. Ouais.
là.